Ray, bonjour. Bonjour. Merci de ta participation, c'est très très gentil de ta part. On est très honorés. Et on va commencer, si tu veux, pour évoquer la mémoire de Socrates, ton grand frère. J'aimerais commencer par parler de Raimundo, votre père, Ouais, pour qui l'éducation était quelque chose de fondamental. Et comme il était un peu autodidacte, il vouait une grande admiration pour les philosophes grecs. C'est pour ça que les trois grands frères se sont appelés Socrates, ouais, Sosthène et Sophocle. exact. Parle-nous, s'il te plaît, de Raimundo, de l'éducation, de l'importance de l'éducation. Bon, c'est Raimundo, notre père, a déjà été une grande référence. C'est la grande référence pour nous, même si nous sommes six garçons. Là, Mhm. et les deux footballeurs qui sont devenus connus, là, Socrates et moi. J'ai un basketteur aussi. Et donc, quand on voit une famille de sportistes, on a l'impression que les parents sont des sportistes aussi, même s'il était bien sûr passionné par le sport, Raimundo. Il était beaucoup plus passionné par le savoir, pour la connaissance, et il était autodidacte, c'était quelque chose qui était inné chez lui, et ses frères, il n'y avait pas d'origine, ont fait encore des recherches pour savoir d'où ça venu cet intérêt pour, pour le livre, pour le savoir. Et apparemment, c'était quelqu'un qui lui donnait des livres, ça, il a commencé comme ça, et il est passé partout. Et donc, il y avait des périodes, comme il n'y avait pas d'orientation, à 13, 14 ans, il a dû quitter l'école pour le travail. Mais il s'intéresse pour des sujets différents. Donc, parfois, euh, Freud, par exemple. Donc, il passait des années entre litho à propos de Freud, des poètes, et après, bon, même Napoléon, il y a eu qu'il s'intéressait à l'histoire, la France, la Révolution française, bien sûr. Et à l'époque qu'il se marie et commence à avoir des enfants, c'était les philosophes, l'histoire de la Grèce antique et le début, la base des démocraties occidentales. Et donc il tombe amoureux de tout ça et ses enfants, le premier Socrates, plus le deuxième Sosthène. Sosthène. Sosthène, c'était moins connu comme philosophe, on dit que c'était un semi-dieu. Et Sophocle qui était celui qui a commencé les grandes de théâtre, de la dramaturgie. Et donc ça montre un peu ces trois premiers enfants. Après, c'est ma mère qui lui a dit soit non, on arrête là, sinon ça va être trop, on n'arrive plus à savoir qui c'est qui à la maison. Sinon, il y aurait eu un Platon. Oui, exact. Et moi, je suis le dernier, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a Raimundo après, c'est son prénom. Donc ma mère, pour les convaincre, elle a dit on va prendre son prénom. Après Raima et Rai. Rai, c'est le début de son prénom, Raimond. Et mais moi, c'est mettre ces trois fils. Et j'ai toujours dit qu'il lui, il a fait exprès, non seulement parce qu'il aimait, il admirait ces personnages, cette histoire, mais aussi c'est provoquer aussi chez nous l'intérêt et la curiosité des débats, le thème, la démocratie et tout ce qui est ces personnages, l'histoire de ces personnages aussi. Et ça, je crois que ça a marché parce qu'il est chez nous aussi. Et bien sûr que dans le quotidien, Raimundo qui est il est à table à manger, à chaque fois il y avait des débats, des thèmes qui amenaient L'agora. chez nous, exactement l'agora. Et c'était en permanence chez nous. Et lui, après, pour qu'on ait une idée de la richesse de ces personnages, mon père, à 55 ans par là, 6 enfants, il travaillait déjà, il donnait des cours à l'université, même au date, il n'avait pas encore. Sa grande frustration, c'est de ne pas avoir de diplôme. Donc à 55 ans, il revient à l'université, il fait le droit, sciences comptables, c'était un peu son travail, mais il a fait droit, sciences comptables, économie, 3 universités. Après 6 enfants, après 55 ans, donc c'est ça, c'était la personne qui, avec ma mère bien sûr, qui lui donnait le support tout le temps, qui nous a inspirés. À moi, mes frères, mais surtout Socrates aussi. Le Socrates, l'autre, pas celui de la Grèce. Socrates, il est né à Belém, Oui, dans le nord du Brésil, et ensuite la famille a immigré à São Paulo. ouais, exact. São Paulo, c'est un grand centre industriel et une grande tradition syndicale. Est-ce que ça, déjà,
en plus de l'influence parentale et familiale, ça vous a inspiré, ça a inspiré Socrates dans son combat en général. Est-ce qu'on avait déjà une conscience politique, une conscience de l'engagement quand vous arrivez à São Paulo? Bon, déjà le fait d'avoir fait ce déplacement, c'est parce que le Brésil, c'est un continent. Bon, c'est un continent, on a plusieurs pays dans le même pays. Et donc, il y avait un chemin migratoire. Une migration intérieure. Du nord et nord-est qui était très très pauvre, encore plus à l'époque. Aujourd'hui, c'est des régions plus pauvres qui sont São Paulo, qui est au sud-est du Brésil, au sud-sud-est. Mais il y a moins d'écart aujourd'hui. À l'époque, il y avait beaucoup d'écart. Donc c'est comme c'était des pays pauvres de l'Afrique qui venaient dans l'Europe. Donc c'était un peu ça, partir du nord du Brésil, nord-est, pour venir au sud pour trouver sa place, le travail, l'argent, et après aider sa famille là-bas. Donc lui, moi je suis né déjà à São Paulo, je suis le dernier. Donc les 4 premiers sont nés à Belém. Belém, c'est presque l'Amazonie, pour ceux qui ne connaissent pas. Lui, il est né à Fortaleza, c'est une plage très connue au Brésil, une région connue, Ceará, Fortaleza, c'est nord-est. Et ma mère, c'était de Belém. Ils sont connus là-bas, c'est pour ça que les enfants sont nés là-bas. Mais à chaque année, tous les ans, il amenait tous les enfants pour connaître Donc le chemin, on faisait 4 jours de voiture avec 6 enfants. Donc on passait partout dans le Brésil, et pendant qu'on voyageait au Brésil tous les ans, il nous faisait voir le pays tellement d'injustices, de différences. Donc ça nous faisait voir, nous on habitait déjà dans une région qui était plus aisée, mais à chaque année on allait voir d'où il est venu et comment on pouvait avoir des réflexions, comment on pouvait d'une façon ou d'une autre contribuer pour que le pays devienne le plus juste, d'être un acteur, aussi un agent, ou au moins avoir la conscience de ces écarts du Brésil. Et bien sûr qu'en même temps, à São Paulo, bien sûr, il y avait déjà un mouvement d'organisation de la société civile, les syndicats également. Lula venait du nord du Brésil aussi. Il a émigré à São Paulo. Ouais, exactement. Et c'est un peu le même chemin que la plupart des gens du Nord-Est à cette époque surtout le faisaient. Et donc c'était la connaissance de l'origine pauvre plus l'opportunité de faire partie d'un monde plus organisé qui a donné des moyens à mon père de commencer à participer à des mouvements et surtout nous motiver aussi à t'intéresser pour le sujet. Alors là, on est quand Socrates commence à jouer au football à Ribeirão Preto, son premier club, on est déjà dans les années 70, et c'est quoi la situation politique dans les années 70 à l'époque? Bon, le coup d'État qui a duré 20 ans. Coup d'État militaire. Le coup d'État militaire en 1964. Donc moi je suis né à 65, un an après. Socrates avait 10 ans. Et je me rappelle que c'est Socrates qui m'a raconté cette histoire. Un an après, mon père était fonctionnaire. Et lui, il a eu peur, bien sûr, pour ses enfants, surtout pas pour lui. Donc il avait plein de bouquins, de littérature. Les militaires, comme toujours, les dictatures veulent attaquer la connaissance, attaquer la science, attaquer l'éducation. Et mon père, il a dû brûler ces bouquins, parce qu'il y avait des livres partout, comme quelqu'un est passionné. Donc certains livres, il a dû brûler parce qu'il... Les livres interdits. Des livres plus à gauche, plus... et donc il est plus socialiste, on peut dire, tu as des idées socialistes. Donc lui, il lisait tout, mais certains livres devenus, et après il a eu raison, parce qu'après il est devenu interdit. Et ça, c'est une image qui a marqué Socrates. Bien sûr que ça restait dans sa tête. Et les années 70, quand il commence à jouer, il était supporter de Santos à cause de Pelé. Et à l'époque, 70, il supportait Santos. Oui, au départ, c'était Santos. C'est à côté, on rappelle, Santos, c'est à côté de Santos. De São Paulo. Sur la côte. Mais il y avait Pelé, il y avait toutes ces grandes époques qui est devenu champion du monde 70.
Et la dictature en 70 a utilisé le foot, le Brésil champion du monde, pour faire la propagande de la dictature. Et là, il a commencé à réfléchir. Et c'est là qu'il commence aussi à montrer qu'il était un personnage à part, avec une intelligence beaucoup de moyenne, parce qu'au même moment qu'il commence à avoir cette conscience politique, il rentre aussi à l'université de médecine, donc ça montre que c'est quelqu'un qui est médecine et foot, je sais pas comment. Alors voilà, c'est ce qui était assez rare dans la société brésilienne, puis même en général dans le milieu du football. Il est à la fois footballeur et en même temps il va à l'université où il suit des études de médecine, où il a eu son diplôme. Où il a eu son diplôme. Il était, en plus, il a mis à la bohémie en plus, je sais pas, donc il y avait 3 tours je sais pas quelle heure il dormait, parce qu'il adorait la musique, sortir avec des amis, tout ça, donc il y avait l'entraînement, la médecine, et que normalement c'est toute la journée, c'est toute la journée, mais bon, bien sûr qu'il négociait avec les profs et avec l'entraîneur. Et lui, il était au 4e année de la médecine, il jouait au Botafogo, dans une ville en province de l'état de São Paulo. Et lui, il a failli aller en 78, la Coupe de 78, encore comme étudiant de médecine, ça serait, je crois, une première en pleine. Et il était entre les 50, il n'y a pas été parce qu'il n'y avait pas le physique encore. Mais mon père, comme c'est quelqu'un qui. Et à l'époque, bien sûr, que le foot, il n'y avait pas le glamour qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas même, bien sûr, l'argent, il y avait plus d'incertitude, même s'il était très talentueux. Et donc mon père lui a dit, donc si tu ne veux pas qu'il partie de notre ville, après finir à l'université. Donc, mon père, moi j'ai pas eu la chance de faire des études, mais toi j'ai fait tout en sorte que tu puisses avoir, donc il faut le finir. Donc il finit la. Et c'est là qu'il part, donc on était dans l'état de São Paulo, mais encore en Provence, c'est Ribeirão Preto. Et donc quand il part à Corinthians, là ça c'était vite, il est fini sa université, il part à Corinthians, et là, je crois qu'un an après, il connaît Lula, Fernando Henrique Cardoso, qui est devenu aussi président. C'est tous les progressistes. Déjà à cette époque, il a rencontré Lula, Cardoso, futur président du Brésil. Il y arrive 78, je crois. Corinthians, 78. 78, 19. Et donc, dès qu'il y a eu 1 an pour devenir, 2 ans pour devenir un grand idole, donc dès qu'il devient un grand idole, c'est le même moment que Lula était déjà faisait des comices pour des milliers des ouvriers, juste à côté, à São Bernardo. Donc, c'était São Paulo, São Bernardo, c'est des villes collées. Et après, avec des réunions des intellectuels, des syndicalistes, tous artistes, beaucoup d'artistes. Donc, et d'ailleurs, c'est les artistes, je crois, qui font ces liens entre les syndicalistes, intellectuels et le foot, le sport. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence, le mouvement pour la redémocratisation du Brésil commence à gagner du poids, parce que quand tout le monde se met ensemble, dont Socrates et Lula, qui aujourd'hui est le président du Brésil. Alors là, on est en 79. Socrates est appelé en équipe du Brésil. Et c'était quoi la condition du footballeur brésilien fin des années 70, début des années 80 ? Bon, comme je disais, le foot était beaucoup utilisé pour la propagande de la dictature. Ça commençait à changer. Il y avait quelques rebelles, comme on a vu dans le film des Cantona, les rebelles de foot, qui 1 ou 2 ou 3, pas beaucoup, parce qu'il y avait la répression. Il y avait des artistes, des centaines sont exilés. Des gens qui sont assassinés, des leaders, des intellectuels assassinés, qui ont disparu, donc très violentes. Et donc c'est dans ces contextes-là que ces mouvements prennent forme, et c'est vraiment un mouvement de résistance, de courage, et bien sûr pour marquer qu'il y avait une opposition à ce qui était sur place
à l'époque. Et c'est là que Socrates commence, avec d'autres acteurs, à créer la démocratie à l'intérieur d'une dictature. Mais on va y venir. On va revenir sur la situation des footballeurs. Les salaires, les rapports avec les présidents, est-ce qu'ils pouvaient changer de club, les transferts. Alors, raconte-nous, c'était quoi la condition du footballeur professionnel de l'époque? À l'époque, fin des années 70, début des années 80. On peut dire qu'à l'époque, les joueurs n'étaient pas libres déjà. Libres de changer de dans club. Dans le sens aussi devoir suivre les règles. Ouais. Certaines règles institutionnelles du club, soit de la fédération ou du gouvernement. Donc certaines règles ne pouvaient pas dépasser. Et ils n'étaient pas libres non plus des transferts. Ils étaient liés à un club. Au moins que le club soit d'accord qu'il puisse partir, il ne pouvait pas partir. Et donc il y avait cette ambiance, le foot, c'était cette ambiance déjà. Ouais. Il y avait des présidents tout puissants. Au moins des présidents de clubs puissants, et surtout la fédération aussi, qui était très proche de la dictature. Ouais. Les présidents des fédérations, et la plupart des présidents des clubs aussi, ils étaient liés au régime. Liés au régime, à l'époque. Et les salaires? Et les salaires, bon, c'est difficile à comparer parce qu'il mais c'était quelque chose, il y avait une carrière au Brésil. C'est pour ça que c'est le moment qui a commencé, les ICO, ils ont commencé à venir en Europe, mais au Brésil, un joueur qui faisait une carrière au Brésil, pour vivre après, il devait se débrouiller, il avait d'autres boulots. Bon, lui, il était médecin, donc il aurait pu le faire. Mais oui, mais ce salaire, c'était rien à voir. On me rappelle, à la fin des années 70, notamment après la Coupe du Monde 74, il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui sont allés jouer en Europe. Et puis, même un Rivellino, il est parti jouer en Arabie Saoudite. Pour la fin de sa carrière. C'était pas... on arrive à la démocratie corinthienne. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait, comment ça s'est monté à partir de 1982, changement de président au sein du club et tout, comment ça s'est mis en place? Bon, vous avez vu dans le film déjà un peu de l'histoire de la démocratie corinthienne. Mais je crois que le plus impressionnant, c'est ça, de construire. S'il y avait de construire un système en interne et bien sûr, j'ai écouté pas mal de témoignages des amis à moi qui étaient supporters des Corinthians, qui sont devenus après des intellectuels, des artistes, qui à l'époque avaient 15 ans, 14 ans, qui sont nés comme moi, déjà dans le régime de la dictature. Ils ont dit, la première fois que j'ai entendu le mot démocratie, c'était ton frère. Le mot. Le mot et le sens aussi du mot démocratie. Et donc ça montre qu'il il disait souvent d'utiliser ses pouvoirs de mobilisation, de communication, de foot, de sport, la passion de foot pour une cause majeure, qui c'est la liberté, la démocratie et la justice sociale. Donc c'est là, quand il est devenu une idole d'un club, c'est mon frère qui a été le plus proche avec lui, qui était 1 an et demi de différence. Lui disait que Socrates, même nous, on est les frères, on avait du mal à croire. Il dit que le Socrates, jusqu'à 20 ans, il était timide, il avait des idées toujours hyper intelligentes. Il aimait sortir, mais il était plus... il n'y avait pas encore assez de maturité politique. Et quand il devient, et c'est mon frère qui dit ça, quand il devient une grande idole des Corinthians et aussi brésilien. Brésil, grande équipe de 1982. C'est là qu'il dit, écoute, il faut que j'utilise ces pouvoirs-là pour mettre à disposition de mes idéaux. Et donc c'est le témoignage de mes amis qui disaient que la première fois que j'écoute le mot démocratie, il vient de la bouche de Socrates qui vivait, donc qui ont créé cette truc. Non seulement il parlait, mais il vivait à l'intérieur du club. Donc il y avait un socialiste, donc tout un contexte qui a fait en sorte, et bien sûr le courage de provoquer le système. Et donc avec cet exemple-là, déjà le supporter des Corinthians, c'est le club le deuxième avec Flamengo, le club plus populaire, et c'est le club issu des ouvriers.
c'est là la communication, ce pouvoir des communications avec la masse, le peuple, la population plus simple, des ouvriers même, qui commence non seulement les intellectuels, les artistes, les sportifs, les syndicalistes, mais aussi toute la population qui vient derrière ces leaders, dont Socrates, dont d'autres personnages aussi de l'équipe. Sampaolo, finalement, c'était la terre idéale pour faire naître ça un peu par rapport, je sais pas, d'autres îles ou. Ouais. Il y avait une tradition militante, il y a une tradition de lutte. Il y a une tradition. Et puis il y a le club aussi, comme tu dis, les Corinthians, club populaire. São Paulo, c'est la ville où il y a le plus de mélanges de gens. Ça vient des gens de partout dans le Brésil. Donc quand on s'y met ensemble, quand on se mélange, quand il y a plusieurs réalités d'origine différentes qui se mélangent, ça crée une richesse des idées, des idées aussi. Et quand on a des grandes têtes, comme on dit, qui se réunissent et qui voient tout le pouvoir des mobilisations, qui s'y fait autour des syndicats, autour des grandes institutions. Les universités, c'est les meilleures universités étaient là-bas, donc c'est tout un mélange une recette, hein, qui avec la force aussi de la population. Aujourd'hui, São Paulo, c'est 20 millions d'habitants, mais à l'époque, c'était déjà plus de 10 millions d'habitants. Dans la rue, quand il y avait des manifestations, au moment le plus riche de la redémocratisation du Brésil, il y avait plus d'1 million de gens, 2 millions de gens qui étaient dans la rue. Donc c'est pour ça qu'il y a cette densité populationnelle, mais aussi densité des idées. Puis c'est un grand centre économique aussi, São Paulo, au niveau de l'industrie. Ouais, c'est pour ça que ça attire toujours. C'est pour ça que ça attire toujours beaucoup de monde. Et c'est toujours, on dit toujours que c'est la locomotive du Brésil, São Paulo. Ouais. Mais bien sûr, tout ça a commencé à São Paulo, mais après à Rio, il y a eu des grandes comices pour la démocratie, c'est important, et petit à petit au nord-nord-est aussi. Avant de parler du développement du message politique et des actions politiques, est-ce que tu peux nous rappeler le fonctionnement interne au sein de la démocratie corinthienne? Je crois qu'on a vu un peu dans le film là, que vous avez vu. Malheureusement, je n'ai pas pu venir, mais une prochaine fois. Je garantis, j'ai un prévu pour partir au Brésil. Mais je crois qu'ils ont vu déjà un peu dans le film. Mais c'était un exercice quotidien de démocratie. On votait pour toutes les décisions, on faisait tout le monde voter, les joueurs, dirigeants, mais aussi les salariés, le chauffeur, tout ça. Donc c'était Socrates, il disait... Toi, tu l'as vu, toi, de tes yeux, ça, tout le club qui se rassemble et qui vote. Ouais, j'étais jeune, mais je suis... Ça a vraiment existé, ça. Ouais. Ça existait, ça allait. Bon, est-ce qu'on fait une mise au vert vendredi prochain? On vote et il y a... Ouais, c'est ça que Socrates il nous disait même qu'à l'époque, comme c'était quelque chose qui n'existait pas, il disait qu'ils sont allés à l'extrême. Ils ont exagéré l'exercice pour apprendre. Donc il y avait un exercice quotidien dans les décisions les plus simples, mais et lui, il nous disait, à l'époque, on n'avait pas l'idée d'où ça allait arriver. Mais donc, d'avoir cet exercice, ça les apprenait aussi, réapprenait avoir un peu à devenir le vrai citoyen, citoyen, les participations, à l'écoute de tous. Et à l'après, on va citer quand même les trois joueurs en fait, qui ont été les moteurs de la démocratie corinthienne. Donc il y avait Socrates, Casagrande et Vladimir. Casagrande, c'est un mélange assez intéressant. Quand bien sûr qu'il y avait d'autres qui étaient importants. Il y avait un dirigeant sociologue, ça c'était aussi clé. On va rappeler son nom.
Adilson Monteiro Alves, qui a beaucoup influencé Socrates aussi, lui il disait qu'il donnait aussi certains livres à Socrates, parce que il venait de l'université des sciences humaines. Et c'était un trio assez intéressant. Socrates, le philosophe, l'idéaliste, le grand leader aussi, et le charismatique. Il y avait aussi charismatique Casagrande, qui était le jeune rebelle, le jeune qui rock'n'roll, tout ce qui en a besoin, dans un mélange, culture jeune, qui était un modèle pour les jeunes aussi. Et Vladimir, c'était le noir, originaire des esclaves. Donc il y avait Vladimir qui était le noir qui représentait même aujourd'hui, le Brésil, plus de 50% du Brésil, c'était des Afro-Brésiliens qui étaient descendants des esclaves. Donc qui ont beaucoup souffert, qui souffrent toujours. L'intellectuel footballeur, Socrates, et le rebelle, le rock. Donc c'était la mélange parfaite avec un socialiste au-dessus. D'ailleurs, on peut essayer si on veut quelque chose, arriver à quelque chose, il faut essayer cette recette, là, ça marche bien. T'as jamais remarqué que Vladimir, il était défenseur, Socrates, il était milieu de terrain, et Casagrande, c'était un attaquant. Vous aviez une équipe. Et tu sais qu'un an après, on a vu, 2 ans après de la démocratie cognitienne, il y a un gardien qui était plus pro le régime, c'est Léon. C'était le seul qui est arrivé après, et qu'il était contre. Bon, ça fait partie de la démocratie aussi, des gens qui pensent différent, mais lui, il a dû souffrir là-bas. Mais ça fallait comme c'est le gardien qui était la dictature, représentant la dictature. Mais il n'a pas pu. Vite, il est parti parce que c'est pas mon. C'était un grand gardien quand même. C'était un super gardien. Qui est devenu sélectionneur. Ouais. Donc là, on va parler de l'engagement politique. On se souvient qu'en 1982, c'était en novembre 1982, il y a un événement important, c'est l'élection des gouverneurs au Brésil. Et les joueurs du Corinthians se sont engagés personnellement en écrivant au dos du maillot voter. Le 15, allez voter. Voter et dire. Voter. Le dia 15, c'est le jour. Voilà. Le 15 novembre, allez voter. 15 novembre, qui c'est le jour de la démocratie de la République, la proclamation de la République. Et bon, comme c'était nouveau, que les gens puissent voter, donc il fallait les inciter à voter aussi pour faire cet exercice de démocratie. Donc c'était un acte. On levait le sponsor où à l'époque ils avaient un espace libre, et ils ont mis un message politique très très forte, très puissante, et qui a eu beaucoup d'impact, et qui a beaucoup aussi dérangé le système. C'était nouveau, c'était inédit, et c'était courageux en plus. Oui, courageux, parce qu'on vivait, même si c'était un début de démocratisation, les militaires sentaient que c'était presque la fin, mais bon, il y en a, la plupart, ils n'acceptaient pas, et c'était quelque chose de très, très courageux, et la message était puissante, parce qu'il venait vers le public le plus populaire, c'est les supporters de foot. Concrètement, au niveau de l'ambiance politique, au niveau de la répression, il y a eu des pressions sur le club, les joueurs, les dirigeants Non, il y a eu des pressions, bien sûr, des menaces, des trucs moins importants qu'au début des années 70. Mais bon, il y avait encore des fous, des gens qui disparaissaient. Ouais, les escadrons de la mort. Ouais, et je crois que le fait qu'ils soient des idoles, qui soient très visibles, ça rendait difficile que ces menaces faisaient une réalité. Mais bon, c'était un acte de courage, ça c'est sûr. Ce qui a beaucoup contribué au développement du mouvement, aussi bien à São Paulo que dans le reste du Brésil, c'est que à côté de ça, il y avait des résultats sportifs. Et le Corinthians, ils ont gagné le championnat paulista en 82-83.
Il fallait aussi quelque part, pour faire porter le message auprès du grand public, que Corinthians soit une grande équipe quand même. Ouais, même aujourd'hui, je crois que le foot, c'est le résultat. Ouais. Et donc, surtout, c'est un mouvement de libération, on peut dire. De libération, de libération des artistes de la liberté. Si tu n'as pas de résultat, tout le monde va poser des questions. Est-ce que c'est le meilleur système? C'est ça. Qu'il y a des résultats, qui ne peuvent avoir des résultats, même avoir une conscience politique. Parce que la plupart des gens essayent de séparer le sport et la politique. Bon, tout est mêlé, la politique c'est tout. Et le sport organisé, il est né dans les associations, que c'est des organisations de société civile, qui élu un président, c'est la politique aussi. Donc là, ils ont démontré qu'à la société, qu'il n'y a pas de coupure, qui tous les actes, toutes les institutions représentent des acteurs importants de la société démocratique. Et on prouve que ça marche, on peut avoir des résultats. Et après, oui, bien sûr, avec les résultats, l'euphorie, tout ça, ça aide, ils deviennent plus importants, plus idoles encore, plus respectés. Et en même temps, c'est une chose qui s'y rétroalimente, parce que c'est ça aussi, cette libération qui a fait qu'il soit plus libre sur le terrain, qu'il soit plus convaincu, qu'il soit plus uni, qu'il gagne. Et après, le fait qu'il gagne aussi, ça renforce ce qu'il fait. Quelque chose. Mais peut-être s'ils n'avaient pas la démocratie chrétienne, peut-être qu'ils ne gagneraient pas. Parce que là, ils étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient en harmonie entre eux et avec les supporters. Donc c'est une chose qui s'est rétroalimentée. On oublie un peu qu'évidemment, il y avait du sérieux, du courage dans l'engagement politique, mais la démocratie corinthienne, c'était aussi la joie, les fêtes, la famille. Tu as participé, toi, tu l'as vu et tout? Oui, mais j'avais 11 ans des mois. Mais moi, quand ils allaient jouer à Ribeirão Preto, quand j'habitais par exemple, après le match, ils venaient, ils faisaient des barbecues avec toute l'équipe. Il y a des artistes qui venaient jouer. Quels artistes, par exemple, qui venaient? Il y avait qui sont connus en France, les artistes qui sont connus en France. Il y avait beaucoup d'artistes, mais qui ne sont pas connus en France. Mais il y a Chico Buarque, bien sûr. Parce qu'après, ça c'était après, mais surtout quand Socrates a joué aussi à Rio, il y avait là-bas beaucoup plus d'artistes en plus. Mais à cette époque, il y avait Chico Buarque, Gilberto Gil, qui rentraient de l'exil. Gilberto Gil, Caetano Veloso. Il y avait une chanteuse de rock, Ritali, qui est décédée il ne fait pas longtemps. Os Mutantes, voilà, qui est Ritali, qui était Corinthians, supporter de Corinthians. Et dans son spectacle, il invitait les joueurs à chanter sur scène. Avec Rai, j'ai vu. Avec Socrates. J'aurais voulu aussi, moi. J'ai vu ça, c'est bien. En plus du tout, c'était une façon aussi, la dictature, c'est quand on fait l'exercice aussi de la célébration, de la fête, de la liberté. C'est le symbole de la liberté aussi. Et il y a, dans l'image qu'on a gardée de Socrates, il y a la célébration avec le poing levé, qui est un geste... et on a oublié. Il y a aussi les bandeaux. Il a eu l'idée, sur des bandeaux, de faire passer des messages. Alors moi, ce que j'ai découvert, je connaissais certains bandeaux écrits en brésilien, et il le faisait aussi en anglais. Il a fait en anglais et en espagnol aussi. En espagnol parce que quand je joue la Coupe du Monde au Mexique. Coupe du Monde 86. Au Mexique. Parce que c'était Mexique. Et je suis sûr que c'est Socrates qui a provoqué pour que la FIFA interdit, excusez-moi. Qui la FIFA, tu sais qu'après les années 90 et même aujourd'hui, la FIFA interdit des messages politiques. Les messages politiques, Mais avant, il n'y avait pas cette règle, parce qu'aucun joueur faisait.
Et dès qu'ils ont vu Socrates, oh, il y a un fou là qui fait. Il faut qu'on arrête ça. On va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Donc, déjà, il a provoqué la réaction des gens qui. Mais en fait, c'était des messages politiques, mais c'était des messages neutres, en fait. Il y avait n'a pas dit messages. votez pour tel parti, faites ceci, faites cela. C'était, par exemple, quand il arrive au Mexique en 86, son bandeau, c'est le Mexique tient debout. Voilà. Le tremblement de terre qu'il y avait eu. C'était plus des messages humanistes. des messages humanistes. Mais bon, selon l'Est, il allait y arriver à des messages politiques parce qu'il savait l'historique de Socrates déjà au Brésil. Ouais. Et donc, Socrates est une immense idole. Finalement, il part à la Fiorentina en Italie en 84 et en 85. Alors, entre-temps, Socrates a participé à des grands meetings politiques à São Paulo, comme tu l'as dit. Oui, il a dit, donc, on a vu dans le film qu'il a dit que si le vote direct passait, il serait resté au Brésil. Ouais. Comme ça n'a pas passé, même si avec tout ce mouvement, il est allé en Italie, mais il n'est pas resté. Il me disait, je suis incompétent d'habiter en dehors du Brésil. Parce il n'est pas resté longtemps. Il aimait ça, non, il y a un an, et après il revient au Brésil, parce qu'il adorait ça. Ouais, on va faire un saut dans le temps, et plus proche d'aujourd'hui. En 2018, le général Bolsonaro a été élu. Et capitaine. Hein? Il n'est pas arrivé général, il était capitaine. Ah, il était capitaine. Pardon. Il est devenu. Même là, il était incompétent. Il est devenu président du Brésil. Et Raï, tu as dit à l'élection de Bolsonaro, mon frère Socrates aurait réagi avec force, avec vigueur face à cette vague d'extrême droite. Oui, c'était inévitable puisque la disparition de Socrates, qui on me demande à son frère, qui prenait position déjà, moi-même, contre l'extrême droite brésilienne, qui représente Bolsonaro. Mais c'était normal qu'on me demandait, si Socrates était là, qu'est-ce qui serait sa réaction? Moi, je crois que j'étais doux même, parce que Socrates, peut-être qu'il serait encore plus rude. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui serait le premier à s'y mettre contre. Le premier dans le front, à combattre et à résister à ça. Une dernière question, Ray. Tu co-diriges avec Leonardo, un ancien grand du PSG aussi, Goldelletra. La fondation Goldelletra. Est-ce que quelque part, la fondation Goldelletra, qui s'occupe de l'enfance défavorisée à São Paulo, avec des programmes éducatifs, socio-éducatifs, est-ce que quelque part, c'est la continuation du combat de Socrates, quelque part? Tout à fait, 100%. Bien sûr que c'est pas inconscient. Il y a deux choses. Il y a Socrates qui, au début de Goldelletra, il a suivi, il nous a aidés aussi, et il disait Ray, t'as fait ce que moi j'aurais voulu le faire aussi. C'est pour ça qu'il participait aussi. Après, il est décédé, il n'a pas pu faire d'autres choses encore pour Goldelletra, mais il y a fait. Il était adjoint au sport dans d'autres villes, à Ribeirão Preto, dans d'autres villes. Il y avait des projets aussi lui-même. Mais c'est quelque chose qu'il admirait. Et surtout, je crois que c'était la continuité de ses idées, parce qu'on se rend compte qu'il ne peut pas exister une démocratie, un système démocratique, sans justice sociale, sans qu'il y en a tout le monde, il y a l'éducation de qualité, des opportunités pour tous, investir dans le développement humain des gens, pour que les gens puissent avoir les mêmes, au moins les mêmes opportunités dans la vie. Sinon, ça va être une démocratie toujours déséquilibrée. Donc, Goldelletra représente ça. Il représente investir dans la justice sociale au quotidien, sur le terrain. Et aussi, aujourd'hui, on fait... Goldelletra représente l'idée de la démocratie liée à la justice sociale. Merci. Merci beaucoup.